Bienvenue dans le débat, il est consacré au jour de la libération. C'est ce mercredi, selon Donald Trump, le président américain, qui impose des droits de douane sans précédent pour se libérer du joug du reste du monde. La Maison-Blanche a préparé plusieurs scénarios, soit un taux universel, soit des secteurs plus ciblés. Trump signe alors le retour de politiques protectionnistes d'avant les années 30, soit un effacement de la baisse des droits de douane américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Trump fait référence à un âge d'or entre 1870 et 1913, quand selon lui, les États-Unis étaient plus riches. Les pays partenaires comme l'Union européenne ou le Canada ripostent. Ursula von der Leyen affirme que l'Union européenne a un plan solide. Les marchés sont fébriles. Alors comment qualifier cette politique de droits de douane de Trump? Est-ce un grand retour en arrière? Et pourquoi le président américain aime-t-il autant les tariffs? Quelles sont les réactions des partenaires de l'Amérique, de l'Europe, du Canada, en passant par le Mexique ou la Chine? Est-on entré dans une véritable guerre commerciale? L'économie mondiale est-elle en danger? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Bruckner. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce débat. Vous êtes écrivain, essayiste, philosophe. Votre dernier livre, Je souffre, donc je suis, c'est chez Grasset. Et votre tribune cette semaine dans le Postillon, dans le journal Le Point, n'abandonnons pas nos amis américains. Il ne faut pas les boycotter, vous dites, mais les accueillir comme du temps de la ségrégation, quand Joséphine Baker ou encore Miles Davis ont fui les États-Unis pour s'installer en France et cultiver leur talent. On va en parler. En face de vous, Christian Saint-Etienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au CNAM et membre du Cercle des économistes. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons aussi ce soir, oui, du CNAM, oui c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Maxime Darmet est avec nous ce soir, bonsoir, économiste chez Alliance Trade. Et puis nous avons Stéphanie Villers ce soir avec nous, bonsoir. Vous êtes économiste et conseillère économique à PwC France. Je ne me trompe pas dans la PwC France, une grosse boîte de conseils. Absolument. On peut le dire. Avant d'en débattre, je vous propose en tout cas de faire un point en images avec Bilal Tarabay. À la fois arme et baguette magique, les droits de douane, c'est l'outil numéro 1 de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Car pour le président américain, la hausse des droits de douane peut régler dans un même mouvement plusieurs sujets: rééquilibrer la balance commerciale américaine, éponger le déficit budgétaire du pays, relocaliser l'industrie, voire même en faire un levier pour négocier sur d'autres sujets qui concernent les États-Unis. Comme il le résume lui-même, c'est de la réciprocité. Pour chaque pays qui cherche à tirer profit des États-Unis, nous ferons pareil. En février, moins d'un mois après sa prise de fonction, Donald Trump décide de taxer à 25% ses deux voisins directs, le Canada et le Mexique, sur toutes leurs exportations vers les États-Unis. La raison, leur inefficacité supposée dans la lutte contre la drogue et l'immigration illégale. Seule exception, l'énergie canadienne qui reste taxée à 10%. Mais Donald Trump suspend plusieurs fois l'application de ces droits de douane qui doivent entrer en vigueur ce jeudi. La Chine, elle, est aussi taxée à 25% sur tous ses produits. La mesure est active. Autre cible, l'Union européenne, qui, comme meilleure défense, choisit l'attaque avec des droits de douane sur des produits américains dès ce mois d'avril. Nous répondons avec des contre-mesures pour un montant de 26 milliards d'euros. Cela correspond à l'impact économique des droits de douane américains. Entre-temps, ce sont les importations d'acier et d'aluminium de tous les pays du monde qui ont été taxées par la Maison-Blanche. Pascal Bruckner, je commence par vous, parce que vous êtes l'essayiste de ce plateau. Liberation Day, ça sera donc ce soir à 22h, heure de Paris, cette annonce de Donald Trump d'une politique globale de droits de douane. C'est intéressant de voir que votre tribune, eh bien, c'est le jour de la libération de Paris, cette photo qu'on voit dans votre tribune. C'est la photo où on voit une femme qui embrasse un soldat américain libérateur qui a libéré Paris. Eh bien, pour Trump, ce 2 avril, jour de la libération, c'est pas tout à fait la libération du nazisme pour la victoire de la liberté, mais la libération, ça veut dire faire payer ses partenaires commerciaux qui profitent des États-Unis. Oui, alors effectivement, le vocabulaire a son importance. Et pour Trump, le monde entier est l'ennemi de l'Amérique. Ce qui est très étonnant, parce qu'on pensait que les Américains profitaient de leur hégémonie, le dollar est la monnaie universelle, qu'aucune autre monnaie n'a réussi à concurrencer. Mais Trump, ce qui est assez intéressant, c'est que Trump attaque le wokisme,
mais il est lui-même un hyper-woke. C'est-à-dire que le wokisme victimisait des catégories particulières, les LGBTQI++. Lui, c'est le peuple américain qui est le pélican du monde dans lequel toutes les nations viennent se servir et piller les ressources de ce pays qui est richissime. Et on se demande, mais de quoi se plaignent les Américains? Ils ont tout. Ils ont la prospérité, la puissance. Mais ça a été le coup de génie de Trump. Il faut dire que c'est un coup de génie médiatique de dire aux Américains, vous êtes malheureux. Et je vais vous le prouver. Et donc là, il se réinscrit dans une longue tradition de la plainte qui a été celle de l'extrême gauche, mais aussi d'une certaine extrême droite. Et là, maintenant, il va s'affranchir du monde entier. Mais je crois que ce qu'il ne voit pas, c'est que l'Amérique profitait de sa situation hégémonique. C'était un empire, et quand un empire veut se couper du monde, il risque de s'atrophier. Donc je pense que c'est une mauvaise action pour les Américains d'abord. Donc ce n'est pas une vraie libération, en tout cas. Non, c'est un accablement. Un accablement. On va l'écouter, Donald Trump. Ça va être un événement extraordinaire. J'appelle cela le jour de la renaissance du pays. Nous serons très gentils par rapport à ce qu'ils nous ont fait. Les chiffres seront nettement inférieurs à ceux qu'ils nous facturaient, eux, relativement à ce qu'ils nous ont fait. Nous serons très gentils, très aimables. Christian Saint-Etienne, c'est ça, c'est en fait l'Amérique, ils nous doivent quelque chose, ils nous entubent, c'est ce qu'il disait des Européens, Donald Trump. Oui, alors il a une lecture absolument comptable et passéiste, puisque quand il frappe le Canada et le Mexique, il frappe en réalité les usines que les entreprises américaines ont installées au Canada et au Mexique. Quand il frappe l'Irlande, qui a effectivement un excédent considérable avec les États-Unis, c'est parce que en Irlande se sont installés les grands pharmaciens américains et les GAFAM de manière générale. Donc l'Amérique est le cœur d'un système multilatéral. Quand il y a un déficit avec la Chine, parce que Apple fait fabriquer ses iPhones en Chine, ce déficit ne rend pas compte des échanges qui se sont produits. Parce que l'économie est mondialisée. Parce que l'économie est mondialisée et que les États-Unis sont le grand donneur d'ordre dans ce domaine. D'autant plus que... Donc c'est absurde. Donc c'est absurde du point de vue des intérêts des États-Unis. En fait, il ne va pas faire America Great Again, il va faire America Closed Again ou Weak Again. Le problème qui se joue, c'est qu'il a été élu par 100 millions d'Américains qui adorent ce discours. Donc il ne se conduit pas en président des États-Unis, il se conduit en président de son électorat. Donc là, dans son électorat, les gens vont être satisfaits puisqu'il leur sert un discours de fierté nationaliste et qui aura quelques effets positifs à très court terme. Mais les effets négatifs à moyen terme vont être quelques effets positifs. Eux évaluent, la Maison-Blanche anticipe un objectif de 600 milliards de dollars de revenus par an. Stéphanie Villers, ça c'est quoi? Ça reste une estimation. Alors déjà parce qu'on ne sait pas quel niveau de droits de douane Trump va décider. Et aussi, en fait, s'il nous dit s'il raconte aux Américains qu'ils sont malheureux, je pense qu'ils vont être encore plus malheureux avec la méthode Trump. Parce ça, que c'est un vrai pari, parce que s'ils sont encore plus malheureux... Mais oui, mais il faut rappeler, c'est très simple, le modèle américain, il est très simple. C'est un modèle de consommation de masse. Les Américains dépensent énormément. Et comment ils dépensent? Parce qu'il y a la mondialisation qui leur a permis d'acheter tout type de biens à prix compétitif. En plus, les Américains, ce sont des agents économiques qui vivent à crédit. Pourquoi? Parce que tout le reste du monde leur prête volontiers, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est la première puissance, donc elle va rembourser in fine. On sait aussi que les Américains ont cette mentalité dépensière, en fait. Et jusqu'à présent, ça marchait très bien. Et aujourd'hui, en fait, Trump, il agit comme si il voulait aller vers plus de sobriété. En fait, ce serait un président qui dirait que la consommation de masse, ça n'a pas de sens. On va vers plus de sobriété, plus de transition écologique. Il faut produire localement, on le comprendrait. Mais c'est pas du tout son slogan. Lui, c'est l'inverse. Il veut réindustrialiser l'Amérique. Voilà. C'est ça aussi son thème, mais son à quel discours. À quel prix et sur quelle temporalité? Maxime Darmanin. Oui, effectivement, il faut comprendre... Parce que c'est ça le pari. Il dit, on va mettre des droits de douane partout, donc toutes les industries vont revenir et on va réindustrialiser l'Amérique, donc dans les Appalaches, enfin dans tout ce Il y a la conviction ancrée chez le président Trump que les droits de douane sont le meilleur outil pour résoudre les déséquilibres commerciaux. Alors que ce n'est pas le cas. On l'a évoqué, c'est surtout parce que les États-Unis surconsomment par rapport à ce qu'ils produisent et c'est pour ça qu'ils accumulent des déficits commerciaux importants. D'autre part, le président Trump est persuadé que la perte des emplois industriels qu'on observe dans l'ensemble du monde développé
est due à la compétition injuste, ce qui est en partie vrai. Il faut aussi reconnaître que des pays comme la Chine qui mènent des politiques mercantilistes depuis plusieurs décennies, donc il y a un effet là-dessus, mais il y a aussi d'autres facteurs, comme le progrès technologique, ce genre de choses qui expliquent pourquoi les économies avancées sont devenues beaucoup plus tournées vers les services. J'en termine sur un point aussi. Je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme dans le logiciel économique des États-Unis, avec peut-être cette idée, j'émets une hypothèse, qu'ils cherchent peut-être à créer volontairement une récession pour ensuite réallouer la main-d'œuvre vers les emplois industriels. Parce qu'à l'heure où on se parle, les États-Unis n'ont pas la capacité de relocaliser toutes les productions internationales. Ils pourraient le faire rapidement. Ils n'ont pas la capacité. Ça prend très longtemps. L'économie américaine est au plein emploi. Les emplois sont largement dans les services. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez vous dire on va réouvrir des usines pour remplacer les productions chinoises, mexicaines ou canadiennes. Parce que c'est ça le calcul. Donc, ça prend du temps. Donc, il y a peut-être l'idée chez le président Trump qu'on va créer une récession pour peut-être avoir une économie américaine moins dépendante de la consommation des ménages et plus orientée vers la production. Mais je crains que ce soit un pari qui s'avère très périlleux, puisque ça prendra du temps. Et à court terme, il y aura surtout beaucoup d'inflation qui va peser sur Donc une hausse des prix. Qui va aussi peser sur la compétitivité même. Monsieur Saint-Etienne l'a évoqué, des entreprises américaines, puisqu'elles importent plein de produits intermédiaires. Donc mauvais calcul, je dirais, de A à Z, finalement. Leur calcul de dire que ça va rapporter, je ne sais plus quel chiffre, 600 milliards de dollars. Ça peut. Actuellement, les droits de douane, c'est 200 milliards actuellement. Les droits de douane. 200 milliards les droits de douane. Alors où on se parle avant ce soir, sur les droits de douane qui sont déjà imposés ou qui vont être imposés, qui ont été annoncés, y compris les 25% sur l'automobile, le Trésor américain peut collecter 200 à 220 milliards de droits de douane annuels. Oui, et là, ça sera beaucoup plus. C'est 600 milliards, ça veut dire qu'ils vont tripler les mesures qui ont déjà été prises. Oui, donc en fait, c'est un calcul juste sur les droits de douane, c'est ça que vous êtes en train de dire. Le point clé, c'est que c'est un calcul statique. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, le commerce est de 3 000 milliards, je mets 20%, je ramasse 600. Mais le problème, c'est que si vous mettez des droits de douane, le commerce va baisser. Et donc, vous allez voir les recettes de droits de douane baisser. Et face à cet effet-là, la question, c'est s'ils doivent réindustrialiser. On le sait en Europe, puisqu'on essaye de le faire, et en France depuis 2 ans, et ça ne marche pas. C'est que quand vous voulez réindustrialiser, il faut mener des politiques de formation, il faut mener des politiques d'investissement. Même si ça réussissait, ça prendrait 3, 5, 7 ans pour qu'on en voit les premiers résultats. Or, il risque d'avoir de l'inflation avant de voir les effets de la réindustrialisation. Donc votre pari, c'est quoi? C'est qu'ils rétropédalent à un moment donné? Ça ne fonctionne pas? Ça serait ça? Les Américains vont être malheureux, donc pas d'accord. En fait, en réalité, c'est surtout ça qui va se passer. C'est-à-dire que la sanction, elle va être interne. Il y a des élections dans 18 mois. Il y a déjà le prix de l'œuf qui a augmenté de, je sais pas, 40 ou 60%, alors qu'il est dû à la grippe aviaire. Hein. On ne peut pas tout imputé à Trump, mais en tout cas, il avait attaqué Biden très violemment sur l'inflation. Il avait élu là-dessus, en partie. Il avait pris l'œuf comme symbole, mais l'œuf, il lui retombe sur la tête, si j'ose dire. Il a augmenté. Et c'est qu'un enchaînement, parce que c'est vrai que la classe ouvrière était malheureuse sous Biden, c'était un peu la classe sacrifiée. Il y a les effets néfastes du fentanyl, et ça, on ne peut pas nier que c'est quelque chose d'atroce. Et peut-être que l'administration démocrate avait été un peu laxiste là-dessus. L'été dernier, j'étais à San Francisco, et quand vous allez dans les rues où il y a tous les drogués, c'est effroyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Mais je ne suis pas sûr qu'en rétablissant les droits de douane, on va tout d'un coup ramener vers la santé les dizaines de milliers de jeunes gens qui sont tués par cette maladie, qu'on ne peut pas imputer non plus à la méchanceté du monde extérieur. Ce qui est frappant dans le discours de Trump et ce qu'on vient de voir, c'est qu'il n'a qu'un langage. C'est gentil, méchant. C'est gentil, méchant. Comme un gamin. Il est gentil. Pas gentil, bien gentil. Mais c'est infantile. Trump a introduit au niveau mondial le narcissisme comme catégorie politique. Et ça s'était jamais vu de cette façon. Même Poutine ne le fait pas. Et vous écrivez, vous, que Trump est un caniche déguisé en un cow-boy qui ne deviendra jamais un Rottweiler. Ça, c'est dans votre tribune. Donc, finalement, il ne vous fait pas peur. Oui. Enfin, si vous permettez 2 minutes, on va le voir avec l'Iran. Puisque Trump, c'est un pacifiste belliqueux. Il est belliqueux en parole, mais il ne veut pas la guerre. Il a bien dit explicitement que son programme, c'était d'éviter toutes les guerres possibles. Donc, va-t-il ou non attaquer l'Iran? Va-t-il suivre Tsahal, l'armée israélienne, contre la République islamique? Ça va être le test. S'il ne le fait pas, c'est qu'en réalité, c'est un homme qui ne veut pas se battre. Et un homme qui ne veut pas se battre n'est pas un chef d'empire. C'est un chef d'une grosse Suisse neutralisée.
Une grosse Suisse neutralisée. En tout cas, les pays ripostent, et peut-être plus fortement que prévu. Ça, c'est peut-être aussi la surprise, notamment le Canada, dont Trump veut en faire le 51e État des États-Unis. Et McCartney, donc, qui est le Premier ministre, il y a des élections en ce moment au Canada, mais il est le nouveau Premier ministre. McCartney, je vous propose de l'écouter. Le président Trump est en train d'essayer de restructurer fondamentalement l'économie américaine, ce qui signifie que notre économie, ici, doit également changer radicalement. Et comme je le lui ai dit clairement, lors de notre appel de la semaine dernière, je rejetterai toutes les tentatives d'affaiblir le Canada. Toutes les tentatives visant à nous user, à nous briser, afin que l'Amérique puisse prendre possession de notre pays, cela n'arrivera jamais. Jamais. Christian Saint-Etienne, la fermeté des Canadiens, c'était immédiat. Oui, ça a été une surprise probablement pour les Américains. Mais en termes de surprise, il y a eu un épisode antérieur de la même politique de Trump qui est en 1930, le tarif Holesmouth d'un président... McKinley. Non, McKinley, c'est avant. Donc, c'est le président Hoover. Et il est battu, d'ailleurs, en 1932, aux élections. C'est Roosevelt qui le suit. Et quand il met en place ce tarif, qui est absolument colossal, qui doit servir notamment les intérêts des farmers américains, qui espèrent pouvoir vendre leurs marchandises dans le monde entier, le monde entier réplique. Et contrairement à ce que le monde rural américain espérait, les exportations de matières agricoles vont chuter de 60% en 3 ans. D'ailleurs, ça va être la situation du commerce mondial qui, en valeur, baisse de 60% de 1929 à 1933. Et c'est la grande crise avec les 20% de chômage aux États-Unis. Et juste sur ce point, il y a des travaux d'historiens américains qui ont été faits notamment dans les années 60-70 et qui mettent en exergue le fait que les Américains ont été surpris, choqués, estomaqués que le reste du monde réponde. Donc Trump, là actuellement, dit « je vais vous mettre 20% et si vous répondez, je cogne ». Mais il va être surpris de voir que les gens ne vont pas se coucher. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle d'exemple, il n'utilise pas vraiment les années 20, mais il parle, lui, de 1870. Donc, ce fameux président McKinley, Stéphanie Villers, où ça, c'est l'époque, justement, cet âge d'or auquel il fait toujours référence, de l'Amérique impériale, avec des prospérités à la maison, prestige à l'étranger. Ça, c'était mais le niveau du commerce mondial n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, notamment avec l'imbrication des chaînes d'approvisionnement. Effectivement, les multi, je sais pas qui le disait, mais c'est vrai que les multinationales américaines arrivent à être assez compétitives grâce notamment aux usines qu'elles ont implantées, que ce soit au Canada ou au Mexique, parce que déjà le coût du travail est déjà moins cher là-bas. Donc revenir là-dessus, c'est freiner en fait la possibilité des États-Unis de se réindustrialiser. Et lorsque Trump va dire aux Américains, on a de nouveaux droits de douane, ma politique tarifaire fonctionne, il faut savoir que l'État aux États-Unis n'est pas un État redistributif. Donc les Américains n'ont rien à gagner à cela. Je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnaires qui ont été licenciés du jour au lendemain. Donc le seul objectif en fait de cette politique, c'est de dire je vais pouvoir baisser le taux d'impôt sur la société des entreprises américaines. Ça, c'est baisser la fiscalité et faire augmenter. Est-ce que véritablement ça va parler aux Américains? Je suis pas sûre. Et il va baisser les impôts sur les riches aussi. Oui, donc. Voilà. Un mot justement sur ces droits de douane. Cette époque McKinley, tout de même, j'y reviens parce qu'il en parle beaucoup, Donald Trump. Qui a été un échec aussi. Oui, qui a été aussi un échec au final. Oui, parce qu'ils mettent, juste en un mot, ils mettent des droits de douane. Il fait voter en 1890 des droits de douane assez élevés. Ensuite, il est élu président. Et juste avant d'être assassiné, je crois, en 1901, il fait un grand discours quelques jours avant en disant ça a été une erreur colossale. Oui, puis les époques ne sont pas comparables. C'est-à-dire, oui, mais il s'en réfère beaucoup. À la fin du 19e siècle, si vous voulez, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Donc l'essentiel des recettes fiscales venait effectivement des droits de douane, mais la taille de l'État était beaucoup moins importante. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager que l'essentiel des dépenses fédérales soit financé par des recettes douanières. C'est juste, l'équation ne tient pas, si vous voulez. Et là, il y a deux formules, peut-être. Ça serait peut-être un taux universel mondial de droits de douane, c'est ça, ou alors plusieurs taux. Une approche un peu plus pragmatique, on peut espérer, par secteur. Réciprocité, c'est-à-dire si tu taxes 25%, je te taxe 25%. Oui, alors après, c'est un peu une usine à gaz, cette question de la réciprocité, parce que je vous rappelle, il y a 3 critères. Ils vont regarder les différences entre effectivement, les droits de douane,
qui sont relativement minimes entre les pays développés, entre l'Europe et les États-Unis. Il n'y a pas de grande différence. Le deuxième composant, ils vont regarder les barrières non tarifaires. Donc là, il y a beaucoup de plaintes des États-Unis. Grosso modo, ils se plaignent que quand les Américains ils exportent vers les marchés européens, il y a tellement de normes et des régulations que ça les entrave. Et le troisième point, il y avait ce point sur la différence de TVA, puisque les pays européens ont une TVA de 20%, grosso modo, et les États-Unis ont une sales tax de 5%. L'argument économique est un peu fallacieux, en nous expliquant que ça crée un désavantage pour les exportateurs américains. Donc, à voir ce qui va se passer ce soir. Mais effectivement, on semble se diriger vers 20%. De taxes universelles, de droits de douane universels. Quand même un dernier inédit. point, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le coup pour les Canadiens et les Mexicains, qui sont déjà imposés à 25% sur la plupart de leurs produits. Donc, c'est le Canada qui va payer le plus cher parce que ces échanges avec les États-Unis. Le Mexique et le Canada sont effectivement les deux économies qui ont le plus à perdre. Il y a aussi le Vietnam, qui est très exposé aux exportations avec les États-Unis, et plus près de chez nous, des pays d'Europe de l'Est, type la Slovaquie, qui exportent énormément vers les États-Unis, notamment des produits d'industrie automobile. Donc le poids des exportations pour ces pays-là est énorme par rapport à leur économie. Pascal Bruckner, sur justement cette réaction si vive du côté du Canada. Vous étiez au Canada il n'y a pas très longtemps. On ne s'attendait pas à une réaction aussi vive de Mark Carney qui dit on va faire la même chose, on va vous imposer les droits de douane. On voit du buy canadien partout au Canada. Alors vous, dans votre tribune, vous dites qu'il ne faut pas boycotter les produits américains. Attention au boycott. Il ne faut pas tous les boycotter. Il faut éviter de boycotter les produits venant d'États démocrates ou républicains hostiles à Trump. Il faut être un peu subtil dans la mesure. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont plus envie de voyager aux États-Unis. L'industrie du tourisme s'interroge, il risque d'y avoir des baisses. Mais tout ça doit être modulé de façon très fine. Mais ce qui est vrai, c'est que Trump a réussi à coaliser contre lui l'ensemble du monde, y compris ses meilleurs amis. Et derrière tout ça, la Chine se frotte les mains. C'est du pain béni. La Chine apparaît comme le pays de la mesure, de la raison, de l'intelligence. Donc les Européens se retournent vers la Chine. Séoul et Tokyo ont signé un pacte avec Pékin. Donc c'est le monde à l'envers. Je ne comprends pas comment personne lui dit « Donald, tu déraisonnes ». Mais personne ne lui dit, mais en plus, si je comprends bien, son secrétaire au Trésor et même son secrétaire au Commerce sont assez favorables aux droits de douane. Oui, Scott Bessent et Navarro. Oui, alors... C'est ça qui est étonnant. Il est entouré de personnalités qui sont idéologues, d'une part, mais qui sont aux ordres de Trump, c'est-à-dire qui bénissent toutes ses paroles. Contrairement... alors, Trump 1 avait des personnalités plus charpentées autour de lui. Et même, je pense d'ailleurs que Biden, qui a fait une politique bien meilleure du point de vue des intérêts des États-Unis, je pense que Biden, sa présidence sera réévaluée dans quelques années. Il en récolte le fruit peut-être. C'est quand même lui qui a fait le CHIPS Act, qui a fait l'IRA, qui a fait la grande loi, le bill sur les infrastructures aux États-Unis. Donc, il était en train de mettre en place une politique assez cohérente, assez structurée, qui était très favorable aux États-Unis et défavorable à nous, mais qui était bien construite et qui passait. Et là, on a un Trump qui est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et qui casse tout ce qui est autour de lui. Alors, ce que je voulais simplement pointer, c'est que dans cette politique de citadelle, ce qui transforme les États-Unis en citadelle, ce qu'il ne voit pas, par arrogance et par, je pense, manque de compréhension du monde, c'est que tout autour de lui, tout change. Alors, on évoquait le fait que le Japon, l'Australie et se retournent vers la Chine, alors que toute la politique de ces pays depuis 10 ans, c'était de se protéger contre la Chine. Mais l'Inde, par exemple, qui freinait des accords commerciaux avec l'Europe, est en train de réouvrir les négociations. Donc, le monde commercial, industriel mondial va se réorganiser autour des États-Unis. Et ils vont perdre tout l'avantage qu'ils avaient à diriger l'économie mondiale. Donc, ça veut dire... Stéphanie Villers, que c'est la fin de la mondialisation ou c'est une réorganisation de ce commerce mondial qui va continuer à exister. Mondialisation heureuse telle qu'on l'a connue, telle que l'Occident l'a connue, puisque l'Occident on peut dire qu'il y a un moment de bascule là quand même, quoi qu'il arrive. Mais pour autant, c'est peut-être aussi pour l'Europe une vraie opportunité, parce que l'Europe c'était quand même une zone endormie avec un potentiel incroyable, puisque toutes les liquidités ne se trouvent pas en réalité aux États-Unis, elles se retrouvent en Europe. On a plus de 33 000 milliards d'euros d'épargne. Les Américains, eux,
ont bénéficié de leur statut de première puissance. Donc, eux, ils vivent à crédit. Quand nous, en fait, on a mis nos noisettes de côté depuis des décennies. Donc, il faudrait les investir en Europe. Oui, oui. Alors là, il faut effectivement savoir réorienter, mais pour autant, il vaut mieux avoir l'argent et avoir une nouvelle stratégie que de ne pas disposer d'argent. Enfin, je veux dire, le premier postulat pour déclencher une croissance ou pour avoir une stratégie de développement, c'est quand même au départ les liquidités. Donc, je pense que l'Europe aussi est en train de se réveiller. Voilà. Et donc, c'est la meilleure situation qui puisse arriver, moi, je pense, à l'Europe. Alors, bien sûr, il y a quand même des freins. On connaît le couple franco-allemand qui les deux pays se font encore concurrence en réalité et ne visionnent pas le monde tel qu'ils devraient le visionner, c'est-à-dire unis face aux deux superpuissances qui sont les États-Unis et la Chine. Il y a encore du chemin à faire. On va regarder justement un reportage sur des producteurs de vin et de champagne en France. Enfin, c'est en fait c'est quelqu'un qui s'occupe, c'est une entreprise exportatrice aux États-Unis qui est en fait une PME française qui exporte non pas des cognacs, et on y reviendra sur les champagnes, des chaises bistrot. On va le regarder ensemble. C'est une PME française qui exporte 50% de sa production, 10% aux États-Unis. En plein New York, on trouve des chaises fabriquées ici. Baptiste Rébier a repris et développé cette entreprise familiale spécialisée dans le mobilier de jardin haut de gamme. Parmi les produits les plus vendus outre-Atlantique, la chaise bistrot. Ça, c'est un produit qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Typique d'une chaise parisienne qui leur rappelle les guinguettes du début du XXe siècle. Aujourd'hui, on la vend $130 à peu près aux États-Unis. Et si on appliquait les futurs droits de douane tels quels, elle pourrait dépasser les $160. Des droits de douane qui pourraient augmenter de 20%. Sur les lignes de production, la question est dans tous les esprits et suscite une certaine inquiétude parmi les 500 salariés. Si on paye plus de droits de douane, du coup l'entreprise gagnera moins d'argent. Comme le personnel chez Fermom est intéressé aux bénéfices de l'entreprise, il y aura moins de primes en fin d'année. Moi personnellement je trouve ça un petit peu compliqué, surtout pour tout ce qui est les imports et les exports. Ça va un peu embêter beaucoup de pays. L'entreprise a essayé d'anticiper en augmentant préventivement le stockage sur un site qu'elle possède aux États-Unis et en prévoyant de tout faire pour ne pas répercuter la totalité de l'augmentation. Elle veut malgré tout ménager ses clients américains. Maxime Darmé, on voit bien l'impact, c'est très explicite dans le sujet. Donc elles anticipent finalement toutes ces entreprises, qu'elles soient en France, en Europe ou ailleurs. Effectivement, il y a plusieurs stratégies à court terme menées par les entreprises. Alors il y a celles qui annoncent des plans d'investissement aux États-Unis pour se relocaliser dans le marché et donc éviter les droits de douane, mais ça va prendre du temps. Il y a celles qui vont devoir un peu rogner dans leur marge. Il y a celles qui vont augmenter leur prix. Donc il y a vraiment des différentes stratégies qui se mettent en œuvre. Faire les trois. Il y a peut-être un mix des trois, ça dépend aussi du pouvoir de fixation des prix. Par exemple, dans le secteur de la distribution alimentaire notamment, les marges sont très très faibles. Donc là, il y a très peu de marge pour réduire les marges. Il y a très peu Il y a très peu de marge de manœuvre. Exactement. On va écouter justement, puisque je vous parlais du Alors, cognac. D'autres secteurs ont des marges beaucoup plus élevées que ces gens-là, oui, c'est sûr. Que ceux qui sont dans l'agroalimentaire, producteurs de vin et de champagne. On va écouter la réaction du directeur du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac. Le cognac est exporté à 98%. Pas seulement aux États-Unis, mais à 90%. En Chine aussi. On l'écoute. Le sujet, il est simple à comprendre. Lorsque une taxe de 200% va être appliquée sur nos Armagnacs, un produit qui partira à $100 de l'Armagnac, arrivé $300 sur le marché, vous perdez le marché. Et aujourd'hui, nos importateurs et nos exportateurs d'Armagnac, nos opérateurs de maisons d'Armagnac, n'aiment pas ce marché, cette instabilité et ce flou du commerce, parce qu'ils ne savent pas à quel prix ils partent par l'Armagnac et à quel prix il va être vendu. Donc c'est le stop net d'une filière, ne serait-ce que par des menaces. C'est un coup dur pour la France tout de même, Pascal Bruckner. Tous ces symboles en plus français. Oui, c'est pour ça qu'il faut être... Je pense qu'il faut être habile dans la rétorsion.
puisqu'on risque de pénaliser toute une filière qui est quand même fondamentale. Alors il paraît que les Américains essayent de dérober la marque champagne et de vendre à la place une mixture qui n'a pas la qualité d'une autre champagne. Les Russes y étaient déjà essayés, je crois qu'il y a 20 ans. Il y a eu un litige à l'OMC. Mais si j'étais producteur d'alcool américain, je m'empresserais de plagier ou de copier la formule de l'Armagnac du cognac, sachant qu'effectivement, on va pénaliser toute une filière venant d'étrangers. Mais on ne peut pas prendre à la légère la détresse de tout un secteur qui fait vivre quand même l'économie française. Alors, en revenant sur le boycott, justement, Christian Saint-Etienne, c'est vrai qu'au Canada, alors pour le coup, sur l'alcool, ils boycottent véritablement les bières américaines, tous les alcools américains. Donc, tout d'un coup, ils vont boire du vin canadien, de la bière canadienne. Est-ce que c'est une bonne démarche ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il va y avoir un impact sur le commerce directement avec les États-Unis. Mais je pense qu'il y a 2 autres niveaux de transformation qui vont être beaucoup plus importants en termes d'effet. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, les accords commerciaux autour des États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est selon ce qu'on prend en valeur de marché ou en parité de pouvoir d'achat. Les États-Unis, c'est autour de 23% du PIB mondial. Les États-Unis, dans le commerce mondial, c'est un peu plus de 10%. Donc, si tout le monde s'entend autour des États-Unis, alors les États-Unis... Ça sera plus efficace que le boycott, ça vous voulez dire. C'est un gros consommateur de produits, mais ce que l'on observe, ça va être très difficile à contrôler, c'est que quand il y a des mesures qui touchent un pays, on peut les contourner partiellement. Donc, ça c'est un élément. Mais je pense qu'il y a un autre niveau aussi, c'est qu'à un moment... Trump, d'abord, vous avez une première série d'élections dans 18 mois. Les premières campagnes électorales pour novembre 2026 vont commencer au printemps 2026 dans un an. Donc Trump est quand même très très observateur. On le prend pour un fou. Il y a un domaine où il excelle, c'est la carte électorale. Hein. Et il l'a montré à plusieurs reprises. Donc quand il va voir que ça commence à se retourner contre lui, il va jouer sur d'autres tableaux, d'autant plus que Trump, il n'a pas été élu seulement pour ça. Il a été élu pour sa politique sur l'immigration, il a été élu sur sa politique contre le wokisme. Donc il va certainement réadapter et modifier la composition de sa politique globale. Ça, c'est votre intuition, votre analyse en tout cas. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nos modes de consommation faisaient que consommer américain, c'était consommer des produits amis, des produits en fait en réalité qui nous faisaient rêver. Et inversement, hein, vous avez vu, les Américains, ils aiment boire du vin français, du champagne, du cognac, enfin des choses qui font un peu rêver, qui nous font voyager en fait en réalité des 2 côtés. Et en fait maintenant, on voit bien que cet idéal de consommation est en train de se détruire. Et je pense que on va pas pouvoir, il y aura un boycott, parce que le client est roi, c'est le client qui va décider s'il a envie ou pas de stopper sa consommation. Mais en tout cas, l'impact psychologique qui prévalait jusqu'à présêt va cesser. Il y aura plus le côté positif du produit américain. On aimait, et inversement, c'était des 2 côtés. Donc c'est pour ça que c'était du gagnant-gagnant. Les Américains aimaient les produits européens, les Européens aimaient les produits américains. Et là, ça s'est en fait quelque part stoppé. Et au Canada, en fait, c'est encore plus prégnant. Quelques Américains qui, au contraire, par militantisme des démocrates, par exemple, pourraient acheter... D'ailleurs, les effets peuvent être extrêmement rapides. Les ventes de Tesla en Europe ont baissé de 40% au premier trimestre. Ça va très vite. Hein. Ouais. Ça va très Moi, vite. je voulais juste revenir sur l'impact par secteur. Donc, effectivement, d'un point de vue français, s'il y a des droits de douane ce soir sur les vins, les spiritueux, effectivement, c'est une catastrophe pour la filière. Mais il y a aussi tous les industriels français qui exportent dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur beaucoup plus complexes, où les biens traversent plusieurs fois la frontière entre l'Europe et les États-Unis. J'ai en tête l'industrie nucléaire, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, même si la France exporte moins que nos voisins allemands ou pays d'Europe de l'Est. Donc ces gens-là, ils vont se voir attribuer des droits de douane à chaque fois que les produits traversent la frontière. Parce que si vous voulez... Donc est-ce qu'ils vont relocaliser justement en Amérique ? C'est la vraie question. Beaucoup vont devoir se poser la question. Puisque quand vous êtes dans des chaînes de valeur aussi complexes et imbriquées... Parce que ça, c'est le pari de Donald Trump, évidemment. C'est le pari de Donald Trump, effectivement. Il y a quelques entreprises qui annoncent des plans d'investissement, notamment des entreprises asiatiques et aussi françaises, j'ai vu, dans certains secteurs, qui annoncent la construction de nouvelles usines. Alors, est-ce que ça va... est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite chance de succès ? J'ai un doute que ça suffira à remplacer les productions étrangères. Puisqu'encore une fois, on a un problème de manque de main-d'œuvre aux États-Unis, d'autant plus que la politique migratoire se durcit en même temps. Là, on voit un petit peu les contradictions
du logiciel économique du président Trump. Il y a moins de main-d'œuvre. Déjà, historiquement, ça fait plusieurs années que les États-Unis ont un besoin criant de main-d'œuvre. Mais là, ça va se renforcer avec l'arrêt complet des flux migratoires. Et en même temps, on veut réindustrialiser. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent résoudre ce casse-tête. Il y a vraiment une incohérence dans le logiciel, je trouve. L'autre effet, c'est celui sur les chercheurs. Vous en parlez dans votre édito, Pascal Bruckner. Et on le remarque, effectivement, un certain nombre de chercheurs américains qui ne veulent plus. D'ailleurs, il y a un professeur d'histoire de Yale qui est déjà parti au Canada, qui est très connu aux États-Unis. Et puis, tous ces étrangers européens qui peut-être vont devoir rentrer en Europe. Et puis, il faut accueillir. Vous vous dites qu'il faudrait avoir une sorte de politique en France pour accueillir les chercheurs américains, récupérer toute cette matière grise. Oui, depuis 60 ans, toute l'intelligence européenne était partie aux États-Unis, ce qui leur a permis d'avoir la bombe atomique notamment, parce que tous les savants juifs qui étaient persécutés par le régime hitlérien sont allés là-bas, et ça a évidemment énormément servi l'économie américaine. Alors, faire revenir les chercheurs chez nous, c'est-à-dire arrêter l'exode des cerveaux, oui, mais il faut payer. Souvenez-vous de l'aventure de Stéphane Bancel pour ce laboratoire pharmaceutique qui a inventé donc le vaccin contre le Covid, l'ARN messager, pardon, ça me revient. Mais quand il est allé en France, on l'a donné misérablement quelques dizaines de millions. Aux États-Unis, ça s'est chiffré en centaines, voire en milliards. Donc il va falloir que l'Europe mette la main à la poche si elle veut récupérer les savants. Parce que la liberté de la recherche, c'est une chose, mais il faut monnayer. Ces gens-là étaient habitués à des très gros salaires. Et donc, est-ce qu'on sera capable, là, de les attirer par des appâts sonnants et trébuchants qui sont quand même très importants? Un défi européen, peut-être? Intéressant. Une politique européenne pour faire venir les chercheurs américains? Effectivement, il faut savoir qu'un universitaire de qualité équivalente entre les États-Unis et l'Europe est payé 5, 6, 7 fois plus aux États-Unis. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement parce que l'éducation des enfants coûte beaucoup plus cher là-bas, la médecine coûte beaucoup plus cher. Mais s'ils veulent faire le déplacement pour des valeurs, pour des raisons de valeur, il est vraisemblable qu'on aura quelques dizaines de savants qui viendront. Ils peuvent aller très facilement au Royaume-Uni aussi, avec la proximité de la langue. Mais le point clé, c'est que si on veut les attirer, il y a bien sûr les salaires des chercheurs, il y a les financements des startups, parce qu'avant de remplacer le Nasdaq, ça va être un peu compliqué. Ça fait juste 30 ans qu'on essaye de créer un Nasdaq européen comparable. Et puis, on est encore très très loin du compte. Voilà. En fait, dans les technologies. L'autre sujet, c'est que en termes d'argent public, sur les biotech, les Américains, comme les Chinois, dépensent 5 à 7 fois plus que les Européens, et sur l'espace, 10 fois plus. Donc, avant que ces choses-là soient modifiées, il faudra un temps très très long. La présidence Trump, c'est 4 ans. S'il se prend une baffe dès novembre 2026, toute l'équation est modifiée. Alors après, il y a quand même l'Allemagne qui a plus les moyens que la France. C'est ça qui me dérange. Là aussi, il y aura une compétition pour attirer les cerveaux. Je rappelle que Merck a déjà ambitionné de lancer un plan de 500 milliards d'euros. Ça va même jusqu'à 1500 milliards. Il aura toujours une poche à attribuer aux savants qui veulent bien venir s'expatrier en Allemagne. Donc, pour que ça fonctionne en réalité, là aussi, il faut une politique de recherche au niveau européen, ce qu'on n'a absolument pas. Donc, il y a encore du chemin à faire. On peut aussi faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer en termes de dépenses de défense. Dans l'industrie de défense, les Européens et notamment les Allemands donc, se sont engagés à dépenser beaucoup plus dans les armements. Donc c'est une bonne chose en termes de recherche et développement, puisque souvent c'est ce genre d'industrie qui génère beaucoup de recherche et développement justement et de gains de productivité, voire à moyen terme. Donc il y a des choses intéressantes à se passer, mais il faudra jouer européen, c'est-à-dire acheter européen et non pas acheter américain. Je lisais il y a quelques jours que par exemple les Polonais comptent acheter davantage de matériel militaire américain. Et pour ce qui est de l'aviation, les avions de combat, c'est 60%, 60% des achats européens ont été en termes d'avions américains. Mais il va y avoir une préférence européenne, en tout cas, sur les prêts. Exactement. Non, on en parle. Sur les prêts européens, il faudrait, mais sur le militaire. Sur le militaire, il faudrait mettre effectivement un bail européen. 60%. On part de très très loin. Oui. L'Europe était quand même dans un état de décomposition avancé. Témoin le rapport Draghi, et là tout d'un coup c'est un réveil, un jet d'eau glacée au visage, mais le temps qu'on se rhabille, qu'on mette nos vêtements et qu'on se prépare à l'assaut, la présidence Trump sera peut-être
terminé, effectivement. Ou pas. Trump, oui, mais pas forcément les Trumpistes. D'autant plus qu'il y a d'autres problèmes en Europe. C'est l'Allemagne qui a pris le contrôle de l'Europe du fait de l'affaiblissement français depuis 20 ans, lié à notre désindustrialisation. L'Allemagne n'était pas du tout dans des visions européennes pour l'Europe. Elle était dans des visions de l'Europe au service de l'Allemagne. Oui, mais ça change jamais tant que ça. Hein. Ça change beaucoup dans les discours. Il faut regarder dans les réalités. Et aussi bien Merkel que Scholz ont fait beaucoup de voyages tout seuls en Chine sans jamais emmener qui que ce soit. Alors que Macron emmenait la présidente de la Commission européenne quand il y allait. D'ailleurs, il se faisait doubler par elle dans les négociations avec la Chine. Avec Merz, il y a un petit point de bascule. Alors oui, il faut se méfier parce que je pense que les 500 milliards, il va les dépenser en Allemagne, il ne va pas les dépenser en France. Je voudrais terminer par ce que vous écrivez dans votre édito, Pascal Bruckner, quand vous dites « Le romancier Richard Wright, en 1950, écrit « Il y a plus de liberté dans un pâté de maison à Paris que dans tous les États-Unis ». C'est une jolie phrase qui date des années 50. Oui, alors je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a une certaine forme de liberté aux États-Unis. Il ne faut pas quand même noircir le tableau, et Trump n'a pas encore mis la main sur tous les secteurs de la culture, de la liberté de la presse. Il ne faut pas oublier quand même que quand Gilles Evans va faire la leçon aux Européens, on tombe de sa chaise, qu'il n'y a pas un pays qui a plus pratiqué la censure que les États-Unis depuis toujours. C'est un pays macartiste et d'inspiration protestante, mais c'est le protestantisme de la vertu. Donc les woke et les Trumpistes, ce sont les deux faces d'une même médaille. Mais quand même, oui, les Américains se sentent libres à Paris parce que nous n'avons pas cette obsession de la race qu'ils continuent à avoir, au moins dans les États du Sud. Et même les woke, c'est une apologie de la race qui par moments ressemble beaucoup... de la race pure. De la race pure qui ressemble beaucoup au discours là, ils sont très anti-woke, les Trumpistes. On ne peut pas dire le contraire. Ils sont anti-woke parce qu'ils sont contre tout contre. C'est les mêmes. C'est les mêmes, malheureusement. Et l'Europe et la France a trouvé une autre formule de cohabitation entre les hommes que je trouve, pour ma part, beaucoup plus riche et libre. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Bruckner. Merci, Christian Saint-Etienne. Maxime Darmet, merci à vous, Stéphanie Villers. Et merci à vous tous d'avoir suivi l'émission que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et en podcast. Et je vous dis à demain.